Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie qui concerne la conversion de cette 911 3 litres 2 à l'éthanol. Dans la première partie, on avait vu que j'installais une sonde lambda et son mano dédié pour pouvoir contrôler vraiment avec précision la combustion. Je vais vous montrer l'installation du boîtier éthanol que j'apprécie beaucoup, l'écosystème V3. Alors je vais vous dire pourquoi je l'apprécie beaucoup. Et alors l'installation n'a rien de complexe en soi, mais voilà, c'est juste pour vous le montrer, en sachant que ce genre d'installation, vous pouvez du coup vous en servir comme exemple pour l'installation sur n'importe quelle autre voiture. L'idée c'est juste de faire passer les fils proprement pour qu'ils ne touchent rien et que ce soit discret et esthétique dans la baie moteur. Aussi dans cette vidéo, je vais parler, parce que c'est un sujet un petit peu à controverse, je vais parler aussi du capteur Flex Fuel en fin de vidéo. Pourquoi moi je l'utilise pas? Alors à chaque solution il y a ses avantages et ses inconvénients, et je vais vous dire pourquoi moi j'utilise pas de capteur Flex Fuel. Ça veut pas dire que c'est inintéressant ni inutile, mais dans mon cas, enfin en tout cas sur les voitures que j'utilise, je préfère ne pas utiliser un capteur Flex Fuel. Je vais vous montrer de suite le boîtier que j'adore, l'écosystème V3. Alors du coup, quand tu vas commander et recevoir ton boîtier, tu vas le recevoir comme ça dans une enveloppe à bulles, et en fait ça contient le faisceau électrique, le boîtier éthanol qui est comme ça dans une enveloppe scellée, et le manuel. Bon, tu as remarqué que je suis toujours aussi bon en montage vidéo, mais comme dirait notre Dieu à tous, t'as pas besoin de savoir monter une vidéo. Alors tu vois, j'adore ce boîtier écosystème V3 parce que dans sa gamme de prix, c'est-à-dire entre 300 et 400 euros, je trouve que c'est vraiment le mieux que l'on puisse acheter comme ça en France, on va dire. Alors, il y a un point qui est super important, il faut savoir que modifier son véhicule essence pour utiliser le carburant E85 est complètement interdit si c'est pas fait par un centre agréé et homologué qui va te permettre de modifier l'énergie sur ta carte grise. Alors installer un boîtier, c'est complètement interdit au même titre que de mettre de l'E85 comme ça dans sa voiture sans rien faire en fait, hein, et au même titre qu'une reprogrammation. Ça c'est important de le savoir, hein, ce point de législation. Donc tu le fais, mais c'est en ton âme et conscience. Alors pourquoi, pour moi, ce boîtier est le meilleur de tous ceux qui valent à peu près entre 0 et 5 ou 600 euros? Le premier point, en fait, c'est que ce boîtier ne nécessite pas de connaître la polarité de tes injecteurs. La majorité des boîtiers vendus sont vendus avec un connecteur qui n'est pas clipsé là au niveau des cosses, pour pouvoir les inverser au besoin lorsque tu as déterminé la polarité de tes injecteurs. C'est une opération qui n'est pas difficile si tu as 2-3 notions d'électricité ou d'électronique, mais ça peut vite devenir une galère parce que des fois la polarité c'est pas si évident que ça à trouver, parce que tu es obligé de débrancher un injecteur, mettre le contact, ça peut générer un voyant difficile à éteindre si tu n'es pas équipé. Parfois juste en mettant le contact tu vois pas tout de suite la polarité, c'est simple généralement, mais c'est pas sûr à tous les coups. Tandis qu'avec ce boîtier, lui, il détecte automatiquement la polarité, donc tu n'as pas besoin de te fader à savoir où est le plus, où est le moins. Tu branches, ça fonctionne. Génial dans ce boîtier, c'est que cette connectique là, donc là tu vois c'est du Bosch EV1. Tu achètes le boîtier pour ta voiture en Bosch EV1 et tu clipses à ton boîtier. Le jour où tu changes de voiture, il n'est pas nécessaire que tu rachètes le kit complet. Tu peux simplement racheter le faisceau
qui est disponible chez Ecosystem et qui est bien moins cher que l'ensemble complet avec le boîtier éthanol. On peut se poser la question de pourquoi utiliser un boîtier qui ne serait pas homologué et pourquoi pas utiliser la solution normale, c'est-à-dire se faire monter un boîtier par un centre agréé et puis avoir une carte grise modifiée. Alors il faut savoir que tous, en fait, on a des critères différents face à l'automobile, face à son utilisation, et j'en passe. Un des critères principaux qui justifie le fait qu'on s'intéresse à l'E85, c'est de faire des économies. Alors, si on régit purement en termes de législation et s'il suffisait juste d'acheter, on prendrait directement une voiture flex fuel et là, tu n'as pas besoin de te fader de ça. Le modèle d'en dessous, tu as un véhicule qui est assez récent, qui a une certaine valeur. Tu envisages pourquoi pas le revendre, tu veux te servir de la plus-value que pourrait générer le fait qu'un véhicule devienne flex fuel. Là, je te conseille d'aller vers un centre agréé, tu te fais adapter ta voiture avec un boîtier éthanol homologué, tu auras une carte grise modifiée, ça coûte, alors, je crois, entre 700 et 1000 ou 1002. Le problème dans ce truc, c'est que tu peux pas installer un boîtier homologué sur toutes les voitures. Car tu ne peux installer un boîtier homologué que sur des véhicules au minimum Euro 3, c'est-à-dire fabriqués à partir du 1er janvier 2001, et sur des véhicules de moins de 14 chevaux. Donc c'est-à-dire tous les véhicules avant 2000, tu ne peux pas installer de boîtier homologué, et les véhicules de plus de 14 chevaux, idem. En tout cas, moi, ce qui me motive, avant tout, c'est le critère économique. Je veux faire des économies en utilisant le 85. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, pourquoi? En qualité de fabrication, et aussi en tout point en termes de facilité de réglage et de plage de réglage. Parce que ce boîtier, en fait, ce qui est top, c'est qu'il est réglable sur plusieurs étapes du fonctionnement du moteur. Il est réglable au démarrage à froid, il est réglable à la montée en température et il est réglable, comme tous les boîtiers, dans sa plage de fonctionnement à chaud. Parce qu'en fait, ce boîtier, il est asservi par une sonde de température, tu vois qui est là, et je te montre, je t'ai fait le capot, je l'avais dévissé, il y a 3 potentiomètres, démarrage à froid, montée en température et en marche normale à chaud. Et ça te permet vraiment d'affiner ton réglage en fonction de ta voiture. Généralement, le réglage qui est fait d'usine du boîtier, il permet d'être monté sans y retoucher dans 80% des véhicules. Alors je résume, du coup, pourquoi j'adore ce boîtier. Super bonne qualité de fabrication. Tu vois le connecteur, cette qualité automobile. Réglable sur 3 plages, le démarrage, la montée en température et la marche à chaud, lorsque le moteur est chaud. Le fait que si tu changes de voiture, il suffit juste de racheter le faisceau et tu n'es pas obligé de racheter le boîtier complet, donc forcément ça te coûte moins cher. Le boîtier a aussi un interrupteur si jamais, pour X raison, parce que tu es à l'étranger, parce que tu es en galère une nuit et tu trouves pas de pompe de 85, tu as un petit interrupteur qui suffit de switcher et tu passes directement de samplon à l'E85. J'ai su te négocier un petit code promo, alors du coup normalement je vais pouvoir réussir à l'afficher là, et de toute façon je te le mets dans la description. N'hésite pas à voir aussi, j'ai fait une vidéo où j'installe ce boîtier dans ma Polo GTI 9N3 moteur 1.8 turbo. Ça fonctionne à merveille, et lors de la première vidéo vous êtes nombreux à avoir acheté ce boîtier, à m'en avoir parlé en messagerie privée, et tous vous êtes fans parce que il fonctionne super bien, et pour l'investissement, c'est amorti extrêmement rapidement. Bon, bien entendu, je vais pas te parler de temps parce que ça dépend du nombre de kilomètres que tu fais, mais en gros, à l'E85, quand tu es bien réglé, tu vas consommer entre 20 et 25% de plus de consommation. Mais le 85, généralement, tu le trouves au minimum à moitié prix que le samplon, et généralement, c'est presque
un tiers du prix. Donc il y a pas photo, hein. D'un côté tu consommes 25% de plus, mais tu payes 3 fois moins cher. Le calcul est vite fait, hein. C'est tout à fait rentable très rapidement. Je te montre l'installation du boîtier dans la 911. Allez, on y va. Chat. Bon, du coup, je m'excuse pour le bruit de tondeuse. Tu sais, j'habite dans le nord, alors dès lors qu'il y a un petit peu de soleil, c'est-à-dire une fois tous les 36 du mois, les voisins ils en profitent pour tondre, quoi. C'est un truc de ouf, oulalala. Alors tu vois l'idée, c'est de brancher ces connecteurs là. Donc tu vois, ça c'est un injecteur. Donc là, la connectique de l'injecteur, difficile à voir là. Ouais, tu le vois, il est là. L'injecteur, c'est la misère. Bref. Tu branches le boîtier à la place des prises d'injecteur. Tu passes ton câblage pour que ce soit propre dans la baie moteur. Tu alimentes le boîtier par un plus après contact et une masse. Mais avant, il faut que je te montre un truc. En fait, là, la voiture, j'ai vidé le samplon qu'il y avait dedans. Il y a le mano lambda large bande. Donc là, la voiture, elle est à l'E85, mais il n'y a pas de boîtier. Je vais la démarrer, là, tu verras, elle est froide. Donc pendant 45 secondes, il va y avoir la phase entre guillemets de starter qui va se mettre en route. Donc c'est déjà plus riche qu'en marche normale. Mais tu vas constater que la voiture est super pauvre. Alors pour rappel, en valeur lambda, on va dire l'idéal c'est d'être à 1, ça c'est la combustion parfaite. Quand tu es au-dessus de 1, tu es pauvre. Quand tu es en dessous de 1, tu es plutôt riche. Et en gros, bien sûr, il y a du cas par cas en termes de lambda sur les moteurs. Quand tu es en cruising tout cool, en effleurant la pédale, tu peux être à 1,1, 1,15. Et quand tu es, par exemple, pleine charge, sur un moteur Atmo, tu cherches à être aux environs de 0,85. À ce moment-là, et puis disons qu'au ralenti, ouais, il faut essayer d'être entre 0,95 et 1 pour avoir un ralenti bien stable, voilà, quelles que soient les conditions météo. Alors là, je te la démarre, elle est froide, n'oublie pas, pendant 45 secondes, c'est l'effet starter, donc elle va être plus riche qu'en marche normale, mais malgré tout, ça restera très pauvre, parce qu'il n'y a pas de boîtier. Et là, la cartographie entre guillemets, hein, enfin en tout cas les réglages moteurs tels qu'ils sont, ils sont prévus pour le samplon 95. La limite de Calais. Et tu vois là, on est en phase de réchauffement moteur, donc de starter, on est aux alentours de 1,30 en lambda, donc très pauvre, inacceptable. Donc tu vois, le régime il oscille, ce qui fait que parfois dans une certaine phase il y a plus de carburant, donc tu as l'impression que la lambda est bonne, mais tu vois, globalement, là le fonctionnement est erratique, hein, mais globalement on est vraiment trop pauvre. Faut pas rouler comme ça du tout. Pourtant, tu as l'impression que ça tourne, hein. Tu vois, le régime de ralenti semble à peu près stable, mais moi je sais que ça fonctionne pas bien, quoi. On va essayer de mettre quelques petits coups de gaz. Excessivement pauvre, hein.
vois là, j'appuie, 3000 tours. On est très très pauvre. Et encore, il n'y a pas de charge. Hein. C'est-à-dire que la voiture ne roule pas, ne tracte pas. J'espère que tu m'entends malgré tout. 1,50 c'est énorme. Et pourtant, tu vois, le moteur, il pourrait prendre ses tours. Hein. Mais on est excessivement pauvre. On revient en régime de ralenti. Tu vois, là, c'est la folie. Hein. On est... Enfin, faut pas rouler comme ça, quoi. Bon allez, j'installe le boîtier et je te montre. A few moments later. Bon ça y est, t'as vu, le boîtier éthanol est installé. Alors j'essaie de te montrer, parce qu'en fait, tous les boîtiers éthanol de bonne facture se branchent en fait en série entre la connectique d'origine de l'injecteur et l'injecteur en lui-même. Donc tu vois, ça c'est la connectique de l'injecteur d'origine qui est plugué directement sur l'injecteur, et donc là on a intercalé le boîtier éthanol avec le signal qui rentre à l'intérieur, qui est allongé dans le boîtier qui se trouve là et qui repart vers l'injecteur qui est plugué ici. Et comme tu vois là, tu as les fameux 3 potentiomètres pour régler la richesse, donc au démarrage, à la phase de montée en température et en marche normale lorsque le moteur est chaud. Mais j'ai envie que nous revoyions un petit peu, tu sais, les bases de l'injection électronique pour que tu te rendes compte à quoi sert un boîtier éthanol. Allez, on va aller voir ça. Du coup, je te propose qu'on revoie les principes de base de fonctionnement d'une injection électronique. Alors là, ce que je vais te présenter, c'est presque le fonctionnement minimaliste d'un calculateur. Hein. Ça s'apparente aux injections du début des années 90. Après, tout ce qui est rajouté, en fait, ce sont des options qui permettent de lisser encore plus le fonctionnement du moteur et de le rendre encore plus efficient. Mais globalement, c'est toujours le même principe, tu vas comprendre. Une injection électronique, en fait, elle est composée d'un calculateur qui, en gros, voilà, c'est un processeur, hein, c'est comme un ordinateur dans lequel, en fait, il y a une entrée d'information qui est mise en conflit avec des cartographies pour, au final, décider de donner des ordres. Et comme entrée d'information, alors il y a plus que ça, hein, mais je te donne 2-3 exemples que tu vas matérialiser tout de suite. Tu vois, il y a le capteur de température, hein, d'air et puis du moteur, le capteur point mort eau ou un capteur Hall qui permet d'indiquer où en est au niveau de la rotation le moteur, un capteur de position de papillon pour savoir si tu n'accélères pas ou si tu es pied à la tôle, une sonde lambda qui permet de dire si la combustion est bonne ou pas, un capteur MAP ou MAF, un débitmètre, enfin tout artifice qui permet de mesurer le volume d'air qui entre dans le moteur. Donc avec ces différentes sondes et capteurs, en fait, il y a des informations qui rentrent dans le calculateur, qui sont mises en face de cartographies déjà pré-rentrées, et selon les infos données, on donne des ordres. Alors, parmi les ordres que le calculateur donne, il pilote par exemple le moteur pas à pas ou le stabilisateur de ralenti. Il pilote forcément l'allumage, hein, par le biais d'une ou plusieurs bobines. Il pilote aussi le système de distribution variable en agissant par exemple électriquement sur un clapet ou une pompe qui permet d'injecter de l'huile vers un dispositif qui permet de faire varier l'angle de cam. Il pilote aussi voilà, les vannes EGR ou le canister, hein, pour les vapeurs d'essence, etc. Il pilote une foule de choses. Mais il pilote surtout en fait les injecteurs. En gros,
il donne l'ordre aux injecteurs de s'ouvrir à un certain nombre un certain temps, un temps tout à fait calculé. Donc tu vois, l'ordre il est donné par le biais d'un fil qui va dans l'injecteur, comme je te l'ai matérialisé là. En gros, hein, tu as un plus et un moins qui rentrent, tu as un petit bobinage dedans, un électroaimant, parce qu'en fait l'injecteur, hein, c'est un robinet électromagnétique, hein, dans lequel le carburant arrive ici par la rampe d'essence, hein, après la pompe et la rampe. Tu as un petit électroaimant qui au bout, en fait, tu as une vanne, tu vois ici. Et là, il est en position levée. Donc le carburant, il rentre, tu vois, par les petites flèches bleues, là. Et lorsque le calculateur a donné l'ordre par le biais de ce fil à l'électroaimant de se lever, le carburant il passe, tu vois. Et en fait, tu as des impulsions comme ça en millisecondes qui permettent de laisser le carburant passer dans un volume complètement maîtrisé. Et tu vois, après, le carburant il est diffusé comme ça à travers la buse. Tu vois bien, hein, là tu as un connecteur électrique, hein, Bosch V1, V7, Denso, enfin il y en a plusieurs. Et le rôle du boîtier E85 qui est ici, tu vois, en fait le boîtier E85 c'est vraiment un tout petit composant électronique, globalement composé d'un petit processeur, d'un potentiomètre ou d'un système qui permet de faire varier la durée d'enrichissement. Et en gros, tout bêtement, lorsqu'on branche un boîtier E85, on connecte le connecteur qui est là, on le connecte ici pour ressortir le connecteur du boîtier E85 ici, tu vois, on le branche en série. Et en gros, qu'est-ce que fait en fait le boîtier E85? Quand le calculateur, lui, envoie une information en indiquant qu'il faut ouvrir 5 millisecondes, l'injecteur, qui doit passer directement par ce fil-là, en le dérivant par le boîtier E85, on peut ajuster l'enrichissement, c'est-à-dire qu'on va augmenter le temps qui est donné ici par le biais du boîtier E85 pour que l'injecteur s'ouvre plus longtemps. Là, par exemple, si on dit par le biais du potentiomètre d'augmenter de 20%, donc là, il rentre 5 millisecondes, on augmente de 20%. Ici, il sortira 6 millisecondes. Donc c'est de cette façon qu'un boîtier E85 permet l'enrichissement nécessaire d'un véhicule fonctionnant normalement au sans-plomb. Donc voilà, petite explication basique. J'espère pour toi que c'est assez clair, et si tu apprécies voilà, ce genre de petite explication extrêmement simple, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et je renouvellerai l'opération. Alors juste avant dans la vidéo, tu as vu, j'avais démarré la voiture où le réservoir était rempli de 85, sans boîtier éthanol de branché, et donc on avait constaté que le mano lambda indiquait qu'on était super pauvre. Là, le boîtier est pré-réglé d'usine. Je vais faire un démarrage. Donc là, la voiture est complètement froide, hein. Elle n'a pas du tout démarré. On va essayer de voir ce que donnent les valeurs lambda. Ah, déjà, tu te rends compte que ça démarre au quart de tour. Donc là, la sonde lambda chauffe pour donner son info. Alors là, on est plutôt très très riche. Donc déjà, on se rend compte que le boîtier E85 écosystème V3 a une incidence sur le fonctionnement. Alors il faut savoir aussi que cette voiture a pendant 45 secondes une phase où elle enrichit aussi, hein, cette espèce de phase de starter. Alors là, on va attendre un petit peu pour voir si la valeur lambda peut se stabiliser un petit peu. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on est
déjà sur le fonctionnement. Donc là, on s'est rendu compte qu'on était déjà sur la LED bleue parce qu'il doit faire 18 degrés. Donc la fonction enrichissement au démarrage à froid n'est pas opérante au-dessus d'une certaine température. Là, on se rend compte qu'on est plutôt très très riche. Et tu vois le régime aussi parce qu'on est très très riche. Alors tu vois, je viens de démarrer la voiture il y a quelques secondes, il y a à peine une minute, le temps de sortir de ma cour. Donc là on roule tranquillement, bon va falloir raffiner un petit peu ses richesses, mais on se rend compte que le boîtier fait le job. Là tu vois, je lève le pied complètement de la pédale d'accélérateur, donc il y a coupure de l'injection, la décélération, il n'y a plus d'essence, la lambda le montre bien. Donc là tu vois, on est sur une valeur plutôt intéressante, très proche de 1 de lambda, donc on est plutôt cool. Là j'accélère pas vraiment fort sur un filet de gaz. Le moteur s'est un petit peu réchauffé, là tu vois j'ai levé le pied de la pédale d'accélérateur. On est en deuxième, quasiment à l'arrêt. Je vais faire une accélération mi-pédale pour voir un petit peu comment se situe la lambda. Voilà, j'ai à nouveau levé le pied, on est en légère descente. Bon, on se rend compte que la lambda est assez intéressante, comme ça, brute de réglage, on n'a pas touché au potard. Et donc c'est plutôt prometteur, en sachant que l'injection sur cette voiture est plutôt archaïque. Donc un petit quart d'heure de réglage et c'est nickel, tout en sachant que sur une voiture carrément plus moderne où le calculateur est asservi à la sonde lambda, ce boîtier là il est quasiment plug and play. Alors bouge pas, et juste après je te parle face caméra de pourquoi moi dans mes cas de figure sur mes véhicules je n'utilise pas de capteur éthanol. A tout de suite. Ouais, je t'avais promis de te montrer l'installation du boîtier pour te montrer que c'est relativement discret. Tu vois, tu peux distinguer, encore je me suis pas fait chier là, un petit câble du boîtier éthanol. Et alors j'ai pas mis de Ridgezan parce que bon, il y a un petit peu d'électrique déjà dans ce moteur, donc ça passe. Tu vois, le boîtier je l'ai planqué derrière ce cache fusible, donc je l'ai mis dans une petite gaine en polystyrène là, de tuyaux de chauffage. Bon là tu vois j'ai pas encore mis le capot parce que je vais affiner les réglages comme tu as compris, mais voilà, c'est pour te montrer que globalement si tu réfléchis 2 secondes, tu peux être plutôt très discret dans le compartiment moteur. Bon allez, je te dis pourquoi juste après. Je n'utilise pas de capteur E85. Hey, je rentre tout juste d'être allé acheter deux sièges Recaro pour l'Audi A4. Je te montre parce que le vendeur m'a fait un tout petit prix, c'est quasiment donné. T'as vu comment ils sont propres? Enfin, ils sont poussiéreux, mais ils sont en super état. Guette le conducteur, il est quasiment pas usé quoi, ni affaissé ni quoi que ce soit. Ça va remplacer ce que j'ai dans mon Audi. Alors merci à toi si tu te reconnais, super sympa. Bon, je t'avais promis que je te parlerais du capteur E85 et pourquoi j'aime pas l'utiliser dans une application avec un boîtier additionnel.
On va retrouver, tu sais, le petit schéma que je t'ai fait en début de vidéo où je te parlais de l'injection. On va retrouver ce schéma-là et je vais essayer d'argumenter pourquoi j'aime pas utiliser un capteur de carburant en plus d'un boîtier additionnel. Alors déjà, dans un premier temps, il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle ici de l'installation d'un boîtier E85, un boîtier additionnel qui se monte en série entre les connecteurs d'injecteurs et les injecteurs. Et ces boîtiers-là, et ce genre de montage n'a d'utilité, n'a d'intérêt que de faire fonctionner un véhicule qui normalement fonctionne au sans-plomb à l'E85. On installe ce genre de boîtier, on ne cherche absolument pas à augmenter les performances du véhicule. Ça, il faut vraiment que tu te le mettes dans la tête. Lorsque j'installe un boîtier E85, c'est juste pour changer le carburant et je ne cherche pas à augmenter les perfs. Parce que si je cherche à augmenter les perfs, je vais passer par un autre mode, un calculateur programmable, et de ce fait, je n'aurai pas besoin de boîtier E85. Ok ? Alors, pourquoi j'aime pas utiliser, du coup, lorsque j'installe un boîtier E85 additionnel, pourquoi je n'aime pas utiliser un capteur de carburant? Alors, ce qui me motive lorsque je veux convertir un véhicule essence à l'E85, ce qui me motive, c'est de faire des économies, en fait, puisque le coût à l'usage lorsqu'on utilise le 85 est moins élevé qu'au sans-plomb. Donc en gros, c'est l'économie qui me motive avant tout. En second point, je cherche une grande fiabilité, donc du boîtier, et une facilité d'installation. Avec ce cahier des charges-là, tu comprends tout de suite que entre un boîtier éthanol qui est vendu environ 300 €, qui n'a pas de capteur flex fuel, et un boîtier éthanol qui a un capteur flex fuel mais qui est vendu 500 €, tu te rends compte qu'il y a déjà 200 € de différence. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est beaucoup ou pas beaucoup, en sachant que le truc il sera automatisé, mais je préfère pas. En fait, ces 200 € là de différence de capteur flex fuel, je préfère les mettre dans un mano lambda large bande qui va me permettre de vérifier en bout de chaîne, donc à l'échappement, si mon réglage de carburation, de combustion est parfait. Parce que si j'en arrive à mettre 500 balles dans un boîtier E85 avec un capteur flex fuel, à partir de ce stade-là, je m'intéresse déjà aux injections programmables, notamment les méga squirt et micro squirt qui sont dans cette gamme de prix-là. Donc ça, c'est un des points pourquoi j'utilise pas de capteur flex fuel. Ça veut pas dire que c'est pas bien et ça veut pas dire que ça marche pas, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il y a un moment, je préfère faire un choix. Je préfère installer une sonde lambda large bande qui vraiment va me permettre d'être sûr de ce qui se passe en bout, plutôt que de mettre un boîtier qui va plus ou moins s'adapter et dont je ne serai pas sûr du résultat, tu vois. Alors un autre point, c'est l'aspect sécurité. Alors pour certains, ça pose pas de problème, pour moi non plus, mais en gros, installer un capteur flex fuel, il faut en gros couper une de tes durites d'arrivée de carburant et le mettre en série. Donc tu dois faire quelques petites modifications de tuyauterie d'arrivée d'essence. Alors, c'est pas compliqué. Et il y a beaucoup d'entre vous qui vont maîtriser cette chose-là et le faire tout à fait correctement et qui ne posera aucun risque ou danger à l'utilisation. Mais si tu as le moins de doute ou si tu te foires dans les raccords ou même au serrage des colliers, bah, tu peux générer des fuites d'essence et ça peut être dramatique avec l'incendie qui pourrait s'y créer. Donc rien que pour ça, quand tu es amateur, pas très connaisseur en mécanique, tu cherches juste à brancher 4 prises sur tes injecteurs. Voilà, si tu peux éviter de brancher un capteur flex fuel
sur ta ligne d'essence, tu vas être carrément rassuré. Donc ça, c'est un autre point. Et dernier point, sur les voitures modernes, donc je pense à partir d'OBD2, où le calculateur est asservi à la sonde lambda d'origine, je trouve que le capteur FlexFuel, il fait quasiment double emploi. Je m'explique. Tu vois, là, je t'ai dessiné un capteur FlexFuel qui serait relié à un boîtier E85. Ok ? Donc, en gros, dans ce capteur FlexFuel, tu l'insères sur ta ligne de carburant. Et donc, le capteur FlexFuel, il est traversé par le carburant. Tu vois, une entrée, une sortie. À l'intérieur, il y a une sorte d'électrode qui va dire quelle est la proportion d'éthanol contenu dans le carburant. Cette information va être envoyée au boîtier E85 sous la forme d'un signal entre 0 et 5 volts, selon la proportion qui est contenue dans le mélange. Okay ? Ce signal, grâce à une programmation du boîtier E85, ce signal en fait va faire varier cet enrichissement, ou en plus ou en moins, du boîtier E85. Ok ? Donc, sur le principe, sur le papier, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que ça permet d'automatiser l'enrichissement nécessaire en fonction du carburant qui est dans le réservoir. Mais seulement, moi je trouve que ça fait double emploi parce que sur les voitures modernes qui sont asservies par une sonde lambda, il y a toujours une sonde lambda qui permet de vérifier les gaz d'échappement donc en sortie de collecteur. Cette information-là est envoyée au calculateur qui, lui, enrichit ou appauvrit en fonction de ce que la sonde lambda indique. Donc en gros, tu vois, moi je trouve que ça fait double emploi entre la sonde lambda de base et le capteur FlexFuel. Parce que sur une voiture donc moderne, encore une fois, moi j'aime bien régler mes boîtiers E85 avec des corrections à long terme aux alentours de 5 ou 10% en positif, quand tu es à 100% en 85. Comme ça, si jamais tu dois faire un plein de sans-plomb, ta sonde lambda, elle va détecter que ton mélange s'appauvrit tout doucement, donc elle va corriger dans un premier temps les corrections à court terme, puis au bout d'un moment, quand les corrections à court terme sont dans le négatif, puisque tu as mis du sans-plomb pendant un certain temps, elle va corriger la correction à long terme, et va la faire baisser, tu vois. Et de ce fait, tu vas retrouver un mélange tout à fait cohérent et qui permet de fonctionner complètement sans risque. C'est pour ça que pour 200 € de plus, enfin 150 ou 200 €, comparé à un boîtier à 300 balles, je préfère largement mettre un manomètre lambda large bande avec la sonde large bande dédiée. Ça me permet vraiment de contrôler, et puis si jamais en fonction de la saison le taux d'éthanol varie dans le carburant, j'ajusterai moi-même le potentiomètre du boîtier, mais au moins je suis sûr, avec le mano, je suis sûr que ma combustion est parfaite. Alors bon, j'espère que ça a été clair, ce petit point. Donc nous sommes d'accord, je dis pas que ça sert à rien, je dis pas que c'est pas efficace, mais dans mon application, voilà, les 200 € que peut valoir un capteur éthanol, je préfère le mettre dans un mano lambda. Donc voilà, écoute, j'espère que ça a été clair, ce petit passage, et n'hésite pas à mettre un commentaire en m'avançant ton point de vue à ce sujet, et on pourra en débattre avec plaisir. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Une partie du montage a été faite par ma fille de 12 ans, Zélie. Je crois qu'elle a mis quelques effets. Alors tu me diras si ça te plaît. Je suis toujours aussi mauvais dans les vidéos. J'espère que tu viens surtout pour le contenu et pas pour la forme. Bref, une des prochaines vidéos concernera le passage à l'E85 de moteur à carburateur. Donc du coup, on le fera sur cette coque, tu vois, qui est équipée de son carburateur monocore central. J'ai déjà soudé sur l'échappement
un filetage pour y mettre une sonde lambda. Et comme ça, je te montrerai les différentes valeurs lambda entre l'utilisation du samplon puis de l'E85 sans modification sur le moteur et ses périphériques, vérifiera les valeurs lambda après modification du moteur et de ses périphériques, et on constatera qu'il est nécessaire de faire des modifs pour rouler sainement à l'E85 avec un moteur à carburateur. Et je te le dis d'ores et déjà, c'est carrément possible, je le fais depuis des années et des dizaines de milliers de kilomètres sans aucun souci. Je t'en parle dans une prochaine vidéo, et allez, je te dis à bientôt.